l'association urbaniste des Hauts-de-France. D'abord pour dire que de façon exceptionnelle, notre association, ça fait pas partie, c'est une association professionnelle, donc tournée plutôt vers la profession. De façon assez unique et inédite, on a pris position sur le problème de la démolition de l'ALMA. On a fait un argumentaire, on s'est adressé à toutes les autorités compétentes, la directrice de l'ANPU, le maire de Roubaix, le président de la métropole, la sous-préfète de Roubaix, et de la même façon que pour l'association Métropole Label, on n'a absolument eu aucun retour, même pas un accusé de réception. Le courrier était extrêmement policé et très bien argumenté. Donc ça pose quand même un problème dans la qualité du dialogue sur les politiques publiques, dans la mesure où on n'est même pas capable d'instaurer un espace de dialogue sur ces sujets-là. Donc on est intervenu sur la main, on a pris position. Au-delà, il y a une évolution de la notion du patrimoine qu'on voit très bien à Roubaix, parce que Roubaix effectivement est une ville assez atypique. Donc on passe d'une conception du patrimoine monumental, on a toujours protégé plus ou moins les monuments historiques, en tout cas du moins depuis Victor Hugo, et puis on va vers la protection, ou en tout cas un intérêt accordé au paysage urbain, une forte identité historique et patrimoniale, et c'est-à-dire qu'avec les premières politiques de préservation de type ZPPLP, donc zone de protection du patrimoine architectural, paysager et urbain, je n'ai pas dit dans le bon ordre, on va s'intéresser à un patrimoine plus ordinaire, plus urbain, la façon dont la ville s'est constituée, dans ses îlots, dans son histoire. C'est une première étape, c'est celle qu'a connue Roubaix pendant les années 2001. On a obtenu cette CPPLP en même temps que se créer le label, enfin pas que se créer, mais que la ville, l'une des premières en France, avait le label Ville d'art et d'histoire. Donc les deux choses étaient extrêmement complémentaires. Tout ce travail fait sur la ZPPLP, qui avait nécessité toute une recherche historique, historiographique, vraiment qui reste encore aujourd'hui un repère qu'on peut trouver sur Internet, plus une démarche plus dynamique d'appropriation patrimoniale par les habitants, par les visiteurs, qui par ailleurs devaient aussi contribuer à l'attractivité de la ville. D'autres villes, dans le même temps, ont mené des démarches semblables. Donc regardez Roubaix 2001, patrimoine qui a de nombreuses qualités Tourcoing, juste à côté, qui a de nombreuses qualités patrimoniales aussi, a obtenu son label Ville d'art et d'histoire en 2017. Donc on en a quand même été très précurseur, et c'est vrai qu'il y a eu une décennie un peu d'or, où on a prêté attention, où on a mis en place des dispositifs d'accompagnement, les services d'urbanisme de la ville étaient très sévères, enfin il y avait des conseils, et on a l'impression que ça s'est tombé un peu en déshérence. Pourtant, la question patrimoniale, pendant ce temps-là, elle s'est pas éteinte ailleurs. Et notamment, on a intégré non plus le patrimoine ordinaire, mais on a aussi intégré dans les politiques patrimoniales le patrimoine immatériel. Et le fer de lance, et je dirais le flambeau de notre région, c'est la protection du bassin minier au titre de l'UNESCO, qui est protégé pas seulement pour son patrimoine matériel, mais aussi pour ses cultures, ses traditions identitaires, son patrimoine immatériel. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est ça qui se passe à l'ALMA. L'ALMA, c'est un patrimoine du XXe siècle qu'il faudrait protéger en tant que tel, mais c'est surtout aussi un immense patrimoine immatériel. En fait, nous, on œuvrait dans la logique de l'UNESCO, honnêtement, mais bien plus que dans des logiques de protection monumentale, du périmètre, etc. Après, c'est vrai qu'il y a une inconstance dans l'évolution des lois, et que je dirais qu'on a beaucoup perdu en chemin. C'est-à-dire que les ZPPLP ont apporté quelque chose, après ça a été des AVAP, on a transformé ça en aire de valorisation du patrimoine architectural. Maintenant, ce sont des secteurs SPR de protection du patrimoine remarquable. Merci, je devrais savoir par cœur, mais je ne le sais pas par cœur. Donc ça se traduit en gros par une carte dans le PLU. La carte, je l'ai, si vous voulez, je vous la montrerai. Donc ça définit des secteurs, des alignements respectés. Il y a quelques prescriptions, mais honnêtement, on a vraiment complètement amoindri la force de la dynamique initiale qui reposait à la fois sur la ZPPLP, mais aussi sur une dynamique de la belle Ville d'art et d'histoire. Et j'ai comparé juste pour regarder dans les communes de la métropole, il y a une autre possibilité, c'est les IPAP. On peut faire l'inventaire d'éléments de patrimoine architectural remarquable à travers les IPAP, et j'ai regardé que c'est complètement au bon vouloir des édiles. Donc, alors j'ai pris, pas au pif, mais j'ai regardé quelques comparaisons. À Roubaix, vous avez 45 monuments historiques. C'est quand même pas mal. Quand je dis monuments historiques, il n'y en a qu'un en fait. Les autres, ils sont inscrits à l'inventaire supplémentaire. Mais au titre des IPAP, vous en avez que 14, c'est 14 arbres. Voilà, IPAP, Roubaix, 14 arbres. Saint-Guan-Ouep, 17 protections type des IPAP. Petite ville quand même. Saint-André, 28.
avec toutes sortes, du patrimoine bâti, du patrimoine verdoyant, se plaint, c'est vrai que se plaint d'une ville historique, 112 protections de pape. Villeneuve d'Ascq, patrimoine du XXe siècle. Qui a une idée? On a une urbaniste ici. Alors, il y en a combien? Il y en a 0. Voilà. La messe est dit qu'il y a quand même un gros problème sur le patrimoine contemporain, qui est aussi un patrimoine et qui tend à le devenir. Alors, il y a une insuffisance des outils aujourd'hui, et des outils ne suffisent pas. On voit bien qu'il faut à côté des volontés, des démarches, et c'est vrai qu'on se situerait, moi je me situerais bien plus volontiers dans une démarche de type UNESCO. Mais on a aussi une faiblesse des moyens, parce que ça n'a pas été dit peut-être à Roubaix, mais on a pu aussi se déshabiller dans une ville comme Roubaix. Je suppose que c'est un peu pareil pour ce que je connais à Tourcoing, dans d'autres villes, il faudrait que d'autres le disent. Mais les services de l'urbanisme sont en déshérence. Vous savez que l'instruction des permis de construire à Roubaix aujourd'hui est externalisée. Elle n'est plus faite, elle est contrôlée, elle est externalisée à un prestataire. Ce qui donne une idée aussi de la façon dont cette question s'est affaiblie continuellement. Donc il y a un impact là-dessus, et puis il y a des processus à risque, on le voit bien, c'est ce qu'on a vécu à Roubaix, c'est des décisions qui sont très solitaires finalement. Il n'y a pas de dialogue amont, le dialogue amont il se fait entre l'élu et l'éventuel promoteur. Et donc quand on découvre ce qui se passe, les deals ont déjà été passés. Donc il est très compliqué d'avoir ce dialogue de co-construction de ce que pourrait être une politique patrimoniale. On est face, et c'est pas à Roubaix spécialement, mais dans de nombreux cas, il y a des élus qui sont très peu acculturés. La culture architecturale, urbanistique, paysagère, les CNN, ça fait quelque chose, vivacité dans ces mouvements, c'est quelque chose. Elle reste très faible malgré les actions mises en place. Et les citoyens eux-mêmes n'ont pas toujours la conscience de la valeur de leur ville. Quand on parlait, je parlais à quelqu'un qui est ici dans la salle, il me disait mais c'est quoi la valeur de cet immeuble de la rue du Château? Je dis mais si, c'est une valeur, c'est un immeuble de marchand fabricant. Mais en fait, c'est méconnu. Donc pour les gens, c'est un immeuble parmi d'autres. Donc on a une responsabilité aussi dans la communication, la diffusion, l'appropriation de cette notion patrimoniale. Et enfin, il y a une question sociale à travers celle-là, celle de l'appropriation, c'est que la question sociale, tout ça, c'est du bien commun. Donc comment on fait pour ensemble réfléchir à ces biens communs? Il n'est pas question, comme le disent parfois certains, de mettre la ville sous cloche ou d'en faire un musée. Et Roubaix n'est pas un musée. Il y a des belles choses qui ont été faites à Roubaix, des extensions sur de l'existant, qui sont de grande qualité architecturale. On peut faire du bien, on peut faire du bien commun sur un paysage existant sans nier l'histoire et l'identité d'un lieu. Et puis, c'est vrai que le propos qui a été développé par Thierry, avec tout l'inventaire d'un certain nombre, et encore il y en a bien d'autres, bâtiments à Roubaix, montre ce qui se passe. Mais montre ce qui se passe dans pas mal de villes de la métropole lilloise. C'est que les élus ont sur les bras des bâtiments dont ils ne savent pas quoi faire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de modèle économique pour retraiter tous ces bâtiments. Alors, c'est une vraie difficulté. Moi, je ne crois pas à la malignité de gens qui veulent à tout prix nuire au patrimoine. Mais il y a une difficulté quand même, quand on a sur les bras une Banque de France, une église Notre-Dame, le couvent de la Visitation, le couvent des Peuls, dans une ville qui n'est pas spécialement riche, mais je pense que c'est pareil à Lille. À Lille, il y a aussi des contestations sur la démolition de chapelles, sur la réhabilitation du Palais Rameau, parce qu'on confie à d'autres, on trouve des solutions. Mais c'est une difficulté. Les modèles économiques de la protection du patrimoine sont compliqués et on ne peut pas non plus dire il faut protéger, mais pas trouver d'idées. Et enfin, je dirais que plus généralement, la question de la protection du patrimoine au XXe siècle, elle est extrêmement balbutiante. Moi, ce que j'en connais, ce que je regardais, mais il y a des gens bien plus calés dans la salle qui pourront intervenir, c'est qu'aujourd'hui, la politique, c'est de protéger essentiellement des monuments du XXe siècle. Moi, j'ai vu très peu de processus de protection, par exemple, de zones d'habitat, de choses comme ça, qu'on protège, je ne sais pas, des églises, des monuments qui ont une valeur par leur qualité architecturale. On est dans une approche monumentale. Et quand on pose la question de ce qui se passe dans l'ANRU aujourd'hui, dans toute la France, il n'y a personne devant. C'est-à-dire que l'ANRU ne répond pas, et le ministère de la Culture est aux abonnés absents parce qu'il va faire des protections patrimoniales. Et ils n'ont pas envie de se rentrer dans l'art. Parce qu'aujourd'hui, moi qui ai beaucoup travaillé pour l'ANRU, c'est temps de dire stop. Il est temps de poser le crayon et il est temps d'arrêter de démolir tout et n'importe quoi. On a démoli des choses qui devaient être démolies, mais là on arrive à démolir de façon aberrante. Tous les 30 personnes qui ont suivi la visite de l'ALMA, je pense que pour la plupart ont quand même été estomaqués face à la qualité, malgré le manque d'entretien et la dégradation des bâtiments qui sont démolis et qui sont dans certains cas, on cherche à recréer dans des écoquartiers les côtés thermiques en moins.
parce qu'ils ont des qualités, les logements traversants, des balcons, des extérieurs. Donc voilà, le rôle de l'ANRU est à remettre en question. Je pense que c'est une responsabilité collective aujourd'hui. D'ailleurs, il y a eu un article dans la revue Urbanisme qui commence à poser problème. Peut-être que sur la question patrimoniale, il y a un nouvel élément. Vous avez tous entendu parler du ZAN, le zéro artificialisation nette. Donc il va mettre la pression sur la construction dans la ville existante et qui va peut-être redonner une valeur qui va permettre de trouver des solutions économiques pour une partie de ces patrimoines, ou qui va faire pire, ce qui se passe rue du Château, c'est-à-dire que la valeur sera telle qu'on pourra se permettre de démolir pour reconstruire à la place. Voilà, donc ces sujets-là sont devant nous. Ils sont bien sûr, Roubaix est une bonne illustration, mais ils concernent toute la France. Et ça se passe à Roubaix, à l'Alma, ça se passe aussi au Mirail, et ça se passe aussi à la Villeneuve. On y était, je vous disais tout à l'heure dans la balade, la Villeneuve, grand quartier de la ville de Grenoble, qui a fait l'objet aussi d'une démarche, je dirais, de construction collective autour de valeurs liées au progrès social, à l'émancipation. Les habitants, mais eux, ils ont côté la ville, se battent face à l'ANRU pour pas tout démolir. Voilà. Donc, on a du travail devant nous.